Est-ce que vous avez besoin que je vous donne un autre éclairage sur le RAID ? Vous vous situez à peu près, c'est une unité d'intervention, c'est l'ultima ratio de l'État pour résoudre toutes les situations de crise, les plus tragiques qui soient, les plus complexes qui soient. Et donc, au sein de... Alors, c'est un acronyme qui signifie recherche, assistance, intervention, dissuasion. Vous avez un petit peu tous les profils de mission que l'on a là-dedans, notamment la recherche de matériel ou de principes nouveaux que l'on va mettre en application ensuite dans d'autres services de police. Donc c'est une unité qui est le dernier recours de l'État pour la partie police. Vous avez la même chose en gendarmerie, c'est le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà, ces deux unités font au total 1000 hommes en tout, et on est là pour résoudre donc les situations les plus complexes qui soient. Et au sein de ces situations-là, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait développer au maximum la négociation parce que c'est un outil qui permet de faire une résolution pacifique des crises. Et donc, toutes les occasions de ramener tout le monde à la maison, d'interpeller sans dommage l'auteur des faits, parce que beaucoup de personnes sont dans des situations personnelles chaotiques et ce ne sont pas forcément des criminels d'habitude. Voilà, donc ce sont des accidents de vie pour beaucoup de gens, et donc c'est quand même très louable de pouvoir ramener ces gens-là, les interpeller dans de bonnes conditions, et puis surtout libérer les otages, puisque c'est quand même une des vocations premières de l'unité. Donc voilà, ça c'est pour le RAID. Alors, sur la négociation, sachez que c'est un véritable paradoxe, parce que sémantiquement parlant, une unité d'intervention, c'est fait pour intervenir. Donc ça veut dire que quand j'ai pris mon commandement là-bas, en 99, eh bien, grosso modo, le challenge qui était le mien, c'était de réussir sensiblement ce qui se faisait, c'est-à-dire à peu près 20% des affaires du RAID par la négociation. 20%, ça veut dire qu'on a en fait beaucoup de déchets, on a beaucoup de situations qui pourraient être résolues pacifiquement, mais qui ne peuvent pas l'être, tout simplement parce qu'on n'a pas développé de méthode. Donc, on a développé une véritable méthode là-dessus, et je vais ouvrir un peu ma boîte à outils, mais alors très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, c'est 3 ans de formation d'un négociateur, donc je vous laisse deviner qu'il y a beaucoup de zones que l'on ne traitera pas ensemble. Est-ce qu'on peut se concentrer sur... l'anticipation, on a vu avec Anne-Claire que finalement, il ne fallait peut-être pas trop anticiper. Quel était ton point de vue là-dessus, sur l'anticipation, le tempo, le timing et la prise de risque? Les grandes qualités d'un négociateur, c'est l'adaptabilité, c'est l'écoute, bien évidemment, puisque c'est l'outil numéro 1. Vous avez l'écoute qui permet en fait d'avoir une résonance, on va dire, cohérente par rapport à l'empathie, tout simplement, parce qu'il faut être empathique avec les personnes qui sont en face de nous. Même un preneur d'otage, on peut être empathique. Il n'est pas sympathique pour dessous. Quand il prend des gens en otage, vous vous doutez bien qu'on n'est pas dans ce registre émotionnel. On est véritablement dans quelque chose qui s'intéresse à l'autre. D'ailleurs, c'était une des premières interrogations que j'ai eues quand je suis arrivé dans cette unité. Je me suis dit, mais comment se fait-il que les primo-intervenants n'aient pas réussi en fait à résoudre la crise, à faire poser le fusil et libérer les otages, alors que l'on a tous à notre disposition exactement la même chose, enfin plus ou moins, c'est-à-dire l'intelligence, la rationalité, le bon sens, etc. Pour certains, le charisme. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas avec les primo-intervenants et qu'on est obligé d'appeler la cavalerie ? Et pourquoi est-ce que nous, on y arrive ? Parce qu'on avait 80% de taux de résolution quand même par la négociation, il faut le savoir. Eh bien, tout simplement parce que on ne s'intéressait pas à notre problématique, à nous, en tant que policiers, qui était de arriver à convaincre le type de poser son fusil parce qu'il va y avoir un drame, et puis libérer les otages parce que c'est une injustice absolue. Non, ce qui nous intéressait, c'était lui, sa problématique. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette crise-là ? Est-ce qu'elle aurait pu être résolue différemment ? Et est-ce que nous, on est capable en fait de pouvoir l'aider éventuellement à rétablir du lien avec la mairie s'il est expulsé, avec les services sociaux si jamais il a perdu la garde de ses gosses, etc., etc. Donc en fait, en s'intéressant à la problématique, et ça fait écho à ce qui a été dit précédemment, en s'intéressant à la personne, en s'intéressant véritablement donc à son cercle d'intérêt, eh bien à ce moment-là, on devient un interlocuteur utile. Et en devenant un interlocuteur utile, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir placer des messages. Et l'influence, elle est toujours indirecte pour les négociateurs. La première des influences, au fond, c'est d'arriver à passer d'un système où on pourrait être en fait dans la recherche de convaincre l'autre à un système en fait où on est dans la persuasion. C'est-à-dire on va chercher quelque chose de bien plus fort que le fait de convaincre, c'est que la personne elle-même se persuade
qu'au fond, la bonne solution, c'est d'arrêter, par exemple, sa prise d'otage, ou c'est eh bien, de revenir à des choses beaucoup plus légales. Donc la persuasion, elle est importante, et c'est véritablement un objectif majeur pour les négociateurs, parce qu'à ce moment-là, tout le travail est fait par la personne qui est en face. Nous, on lâche des petites choses qui vont l'influencer, et en fait, c'est la personne en face qui va faire elle-même le processus. Alors, ça peut être sur des situations de crise, ça peut être également sur du quotidien. Du quotidien, quand vous êtes avec une situation de négociation, donc avec un interlocuteur, et là, à ce moment-là, eh bien, j'ai entendu tout à l'heure l'écoute active. L'écoute active, c'était véritablement un outil donc utilisé par les psychiatres pour pouvoir arriver à faire formuler tout un tas de choses par la personne qui est en face. C'est une aide, quelque part, à faire accoucher un certain discours. Et donc, c'est quelque chose de très, très utile, parce que réellement, ça nous met entre parenthèses un petit peu, de manière à ce qu'on puisse correctement interférer avec l'autre. Alors, cette empathie, est-ce qu'il y a une formation à l'empathie ? Premier point. Et deuxième point, quelle est la part, puisque tu nous dis que finalement tu es beaucoup en écoute active, quelle est la part du verbal et du non-verbal ? Et dans le non-verbal, j'ai pu en avoir l'expérience en discutant avec toi, c'est assez impressionnant la façon dont tu scannes les individus. C'est quoi les tips de la part du non-verbal qui semble importante pour toi ? S'intéresser à l'autre, c'est au fond regarder ce qu'il nous donne à voir. Ça commence par là. Et très souvent, lorsque l'on est dans un processus de négociation, la grande tendance malheureuse que l'on a, c'est d'essayer de placer la stratégie au fait que l'on a tenté de réfléchir et que l'on se dit être très certainement la meilleure pour obtenir un résultat. Mais c'est faux. Cette stratégie, c'est très bien de l'avoir préparée, c'est fondamental de l'avoir préparée. Il faut avoir véritablement tous nos arguments qui sont prêts. Mais ils sont prêts dans un coin, et il faut, si on veut être efficace, commencer par laisser de la place à l'autre. Parce que c'est au fond, lui aussi, lorsqu'il rentre en négociation ou lorsqu'il rentre en communication avec nous, c'est son premier objectif, faire passer ses messages. Donc, raisonnablement, je dois d'abord laisser la personne évoquer l'ensemble de ses messages, être complètement donc dans une phase de ventilation de ses émotions, de ses idées, etc. Je récupère plein d'informations qui sont utiles, donc c'est là en fait que quelque part on scanne la manière dont l'autre fonctionne. Est-ce qu'il est dans une position plutôt dominante? Est-ce qu'il est gouverné par la peur? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui apporte des assurances avec telle et telle garantie ou personne référente, etc. Et donc, à partir de là, je dois ajuster. L'agilité du négociateur est complètement à cet endroit-là. Je vais ajuster systématiquement les stratégies que j'avais très très bien préparées à l'avance et dans lesquelles je vais piocher en fait quelques éléments qui vont m'être utiles expressément par rapport à ce que me dit la personne. Parce qu'on peut avoir une très bonne méthode de communication, une très bonne stratégie, très bien, mais adaptée à une mauvaise problématique. Vous avez des gens qui ne sont pas là pour négocier réellement les prix quand ils sont avec vous. C'est pas vrai. C'est une question d'ego avant tout. Hein. Ils veulent pas, céder. Ils ont trop cédé, ou alors, eh bien, ils ont envie de se repositionner, de se renarcissiser pour certains. Eh bien, il faut comprendre que ces gens-là, c'est pas une histoire de prix, même si justement ils sont expressément et uniquement là-dessus. C'est une posture, voilà. Et donc, il faut chercher à bien comprendre en fait quel est leur moteur, le moteur de leur action, leurs besoins du moment, pour ensuite essayer eh bien, de s'adapter à ça. Alors justement, pratiquement, ces postures, qu'elles soient manifestes, où là on peut évidemment facilement les reconnaître, ou cachées, est-ce que tu as des exemples de ces différentes postures ? Tu parlais tout à l'heure de la communication non verbale. Vous le savez, hein, on a à peu près au niveau des mots que l'on prononce, donc la communication verbale, même pas 10% d'influence en fait dans le discours général. Voilà. Et puis, on a à peu près 35, voire 40% selon les auteurs, d'efficacité avec le paraverbal, c'est-à-dire les intonations, les silences, la musicalité, la prosodie que l'on peut avoir, etc., le rythme que l'on met dans les choses. Mais le plus important, c'est en fait une multitude de petits détails sur la communication non verbale que l'on a et qui donne du sens, en fait, à tout le reste,
qui on est, comment est-ce qu'on a été présenté, comment est-ce qu'on a été habillé ce jour-là, comment est-ce que, quelle distance on va mettre avec les gens, la manière dont on va les regarder, dans les yeux ou non, la gestuelle que l'on va utiliser, toutes ces choses-là, en fait, vont être un orchestre, quelque part, d'instruments qui vont concourir au résultat donc, que l'on cherche, c'est-à-dire influencer la personne qui se trouve en face. Et il y a une multitude de choses qui sont à notre portée. Par exemple, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc il faut véritablement soigner particulièrement bien le démarrage lorsque l'on fait les choses. Et ensuite, c'est l'effet de récence. La dernière chose que l'on prononce, les derniers mots que l'on prononce, parfois sur une négociation, peuvent être capitales, même si on n'a pas été forcément dans une situation particulièrement bénéfique durant la négociation. Le finish peut être quelque chose qui va véritablement nous faire remporter la conviction. Alors je creuse toujours avec ce non-verbal. Comment on négocie avec un poker face? Quelqu'un qui est vraiment impassible. Comment tu déclenches peut-être les signaux qui vont te permettre de te positionner face à une négociation? On a comme objectif toujours d'essayer de créer de la confiance. Alors quand on ne sait absolument pas comment créer de la confiance avec quelqu'un, posez-vous la question inverse, passez le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire regardez ce que vous pourriez faire pour créer de la défiance ou de la méfiance. Voilà. Alors ne pas écouter la personne, être irrespectueux, ne pas respecter ses codes, etc. Tout ça, c'est du pas bon. Donc vous êtes capable de faire une liste de tout ce qui n'est pas bon. De l'autre côté, si vous tirez un trait et puis que vous regardez à l'inverse, ça vous donne une idée déjà de 2-3 petites choses qui sont possibles à faire. Alors, une personne qui est particulièrement donc froide et qui est inexpressive et qui laisse passer très très peu d'informations, c'est moi qui vais devoir faire un travail particulier puisque elle est très certainement rodée donc à justement se positionner de cette manière-là pour intimider. Donc pour créer de la confiance, il y a une équation qui est particulièrement efficace, c'est bienveillance et intégrité, capacité. Et retenez cet acronyme, BIC. Bienveillance, c'est je vous veux du bien. À partir du moment, en fait, quelle que soit la posture de la personne en face, quelle que soit la manière dont elle a l'air de vouloir contrarier quelque part nos propositions, le fait d'être toujours bienveillant, d'être dans cette posture de bienveillance, c'est quelque chose qui va provoquer automatiquement un effet de réciprocité. Voilà. Quand on vous fait un cadeau, vous pensez tout de suite qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui rendre l'appareil. C'est un petit peu la même chose. Même quelqu'un qui est désagréable sur une négociation, dites-vous bien que votre manière d'appréhender les choses va quelque part l'inciter, elle aussi, donc à être un petit peu plus modéré ou un petit peu plus respectueux ou un petit peu plus dans l'attente, etc. Donc des choses qui sont utiles. Ça, c'est la bienveillance. L'intégrité, c'est l'honnêteté. On a tous besoin de ça et vous le voyez bien aujourd'hui avec la question des gilets jaunes et toute la remise en question de l'ensemble du système, quelque part, que l'on a eu ces 30 dernières années, on est dans une recherche fondamentale d'honnêteté, d'intégrité. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas rater ce rendez-vous, me semble-t-il, et notamment quand on est sur des situations conflictuelles, des situations complexes. Il ne faut pas rater ce rendez-vous de l'intégrité parce que, au fond, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que l'on est en train de faire. On est en train de classer ceux qui sont honnêtes, quelque part, dans leur posture générale, dans leur métier, dans leur approche du monde, etc., avec tous ceux qui nous ont bernés pendant des années. Voilà, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Le petit guide de contre-manipulation et dedans on parle beaucoup donc justement de tous ceux qui sont nos manipulateurs, nos pires ennemis là-dessus. Et puis la capacité, je vous donne un exemple. Quand je suis allé à Quantico au siège du FBI, je tournais avec des collègues américains donc négociateurs. On faisait la tournée des popotes, on allait voir les médecins qui fonctionnaient avec eux, les psychiatres et autres, etc. Et j'étais impressionné parce que quand on rentrait dans une salle d'attente de médecins américains, il y avait tous les diplômes qui étaient autour. Mais des trucs même basiques. Le brevet de secourisme des Castors Juniors, quand ils étaient gamins, c'était affiché. Donc voilà. Et je me disais, c'est vrai que dans nos salles d'attente à nous, on ne sait pas mettre en valeur, au fond, la capacité.
Et on ne sait pas justement monter là où on est très bon. Parfois, voilà, l'humilité fait qu'on ne va pas trop se mettre en avant. Mais non, au contraire, c'est quelque chose donc, qui est extrêmement rassurant. Et même quand vous avez une personne donc, qui est froide et qui a l'air de ne pas du tout être impactée par ce que l'on est en train de raconter, dites-vous bien que ces 3 mécanismes-là, en fait, ils sont extrêmement influents. Ils vont avoir un gros impact sur la personne en face, même si elle ne le laisse pas paraître. Donc tu parles de BIC. Quand est-ce qu'on peut basculer vers l'audace? Est-ce qu'on peut se permettre d'être audacieux? Et quand est-ce qu'on lance l'audace dans un processus de négociation? Est-ce qu'il y a des warnings justement pour ne pas aller dans cette zone d'audace? L'audace, tout dépend du système dans lequel on est. Moi, j'aime beaucoup la formule de Danton là-dessus, de l'audace, que diable de l'audace, toujours de l'audace. Donc oui, il faut en avoir. Et me semble-t-il, c'est peut-être ce qui fait la différence aujourd'hui dans le leadership. C'est on a besoin de gens audacieux, on a besoin de gens qui sont engagés, qui y croient, etc. Et quand on fait une négociation, même avec un criminel, etc., si je suis persuadé qu'on peut le sortir, que cette situation peut véritablement donc trouver une issue, si j'ai l'audace de me bagarrer pour que ça fonctionne, eh bien, lui-même va y croire. Et s'il y croit, à ce moment-là, eh bien, on va trouver une résolution pacifique, à coup sûr. L'audace, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas avoir de regrets, donc pour ne pas en avoir, il faut oser. Est-ce que l'audace a mis en échec des négociations dans ton expérience ? Non, parce qu'on fonctionne d'abord en équipe, donc c'est extrêmement structuré. On a un négociateur qui est au contact, qu'on appelle la voix, mais il est plus là en fait pour travailler sur la forme du discours, la manière en fait de communiquer avec les personnes en face, parce qu'on doit être véritablement parfait à ce niveau-là. Le choix des mots, justement la musicalité. L'exploitation des silences, il y a 2 types de silences, les silences pleins, les silences vides. Le silence plein, c'est quand on a dit quelque chose à quelqu'un et que la personne réfléchit, elle est en train de maturer elle-même en fait l'idée. Et puis le silence vide, c'est un silence où on n'a plus trop rien à se dire, ma foi, et donc il faut réenclencher. Tout ça, en fait, c'est le travail de ce négociateur de contact. Les autres négociateurs qui sont autour et les experts qui viennent concourir donc à la bonne marche de cette négociation, ce sont ceux qui travaillent à fond sur le fond du discours. Qu'est-ce qu'on va dire? À quel moment? Est-ce qu'on utilise tel type d'argument, etc. Donc d'un côté, un négociateur qui fait la forme du discours, et de l'autre côté, les autres experts qui travaillent sur le fond. Et vous voyez bien que la conjugaison en fait, de tout ça nous permet de ne pas être forcément seul, au fond, dans le risque, la prise de risque. On est sur une espèce de consensus, en fait, et on écoute énormément les collègues. C'est important, le travail de collectif, quand l'on est sur de la complexité. Vous avez très certainement dans vos entreprises donc, des situations qui nécessitent non pas d'aller seul au front, faire des négociations, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être social, sur des crises sociales, mais véritablement en équipe. Et souvent, vous sous-staffez votre équipe de préparation aux négociations. Je le vois parce que j'accompagne des dirigeants régulièrement, et donc on se dit il faut muscler un petit peu tout ça, il faut véritablement mettre un petit peu plus d'expertise dans plein de domaines, de manière à ce que l'on puisse verrouiller voilà, des options en amont pour pouvoir se préparer correctement. La préparation est fondamentale en matière de négociation. On est très efficace quand on a un bon stock verbal, une bonne agilité intellectuelle. Super, très bien. Mais vous l'avez compris, on l'a dit en préambule, il faut d'abord être quelqu'un qui écoute très bien, et il faut être quelqu'un qui analyse également très très bien ce que l'autre en fait nous donne à voir. Et ça passe donc également par le fait que parfois il faut s'oublier complètement. Et pour s'oublier complètement, il faut être sûr de son savoir, de son pouvoir, de la stratégie que l'on a préparée. Et pour être sûr de cette stratégie, ben c'est en amont. C'est avant, en fait, que l'on a préparé correctement les choses. C'est là que l'on a été très très bon dans notre manière de verrouiller tout un tas de domaines en se disant « ça, je saurais quoi répondre ». Ici, éventuellement, j'ai un message à faire passer. Ici, au fond, je peux très bien dire que je ne suis pas en mesure de répondre maintenant, etc., etc. Alors, on est curieux hein, dans ton expérience d'ancien négociateur du RAID. Est-ce que tu aurais un exemple de situation où tu as appliqué le BIC et qui pourrait nous préciser cette méthode que tu emploies au quotidien maintenant?
J'ai fait plus de 350 opérations durant les 11 ans passés dans cette unité. On est en fait dans une multitude de situations qui toutes sont plus intéressantes, et notamment parce qu'on travaille pas seulement la raison parfois, donc pour arriver à convaincre, mais aussi énormément l'émotion. Et je crois que c'était le sens du premier, d'ailleurs, du premier intervenant. L'émotion est fondamentale. Et pour nous, elle est donc un levier incroyable pour arriver à créer donc une relation. Alors, si je devais raconter une histoire, il y en a une qui est quand même intéressante, d'une part pour la complexité des types de crises que l'on connaît, et surtout parce qu'on parlait tout à l'heure d'audace. Donc, c'est une prise d'otage qui a eu lieu dans la maison d'arrêt de suite à une tentative d'évasion par hélicoptère. On est appelé, donc retour au service immédiat. Il y a un aéronef qui a été donc détourné. Là, en l'occurrence, c'est un hélicoptère. Le pilote a mis le code donc de communication, le transpondeur sur code sous contrainte. Donc là, à ce moment-là, la tour de contrôle a compris qu'il y avait un détournement. Et donc, en règle générale, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Donc, on sait très bien que quand un hélicoptère est détourné, en région parisienne, c'est très certainement pour une tentative d'évasion. Donc on part avec l'équipe d'alerte, on est en une quarantaine à peu près. On part donc commence à nous diriger vers l'unité et récupérer le matériel pour pouvoir nous mettre en marche. Et en effet, on nous confirme très rapidement en fait que l'hélicoptère est en stationnaire. L'hélicoptère vient de tirer joyeusement à la Kalachnikov sur un Mirador, et le pauvre gardien qui se trouve dedans a pris 3 balles dans les poumons. Donc il est entre la vie et la mort à l'intérieur de son Mirador. On a un commissaire de police qui pensait qu'il pouvait aller négocier, qui était plein de bonne volonté, et qui au final se fait capturer. Donc on a un commissaire capturé, on a plusieurs otages donc parmi les gardiens. Pourquoi ? Parce que l'hélicoptère qui était en stationnaire, comme il n'a pas réussi à faire évader les 2 types qui voulaient s'échapper, il a lâché un sac avec à l'intérieur Kalachnikov, gilet pare-balles, pistolet automatique, etc. Et ça s'est transformé donc en prise d'otage. Donc les types essayent tout simplement de passer par la porte principale pour pouvoir sortir. Donc on arrive, on bloque tout ça. C'est une situation qui est particulièrement difficile. Le premier contact qu'on a avec les malfaiteurs, qui sont 2, et qui sont extrêmement déterminés, et notamment avec l'idée de mourir les armes à la main, si jamais ils n'arrivent pas à s'échapper, c'est qu'ils nous tirent dessus à la calache. Donc on a un premier impact qui vient taper pile dans des barreaux qui se trouvent devant nous. Et donc la prise d'otage, elle, est un des paramètres de la crise, mais quand on regarde bien, c'est une affaire qui a duré 24 heures en tout. C'est une multitude en fait de petites crises que l'on a eues. On a été obligé de négocier quelque part un petit peu, ou de contrôler un tant soit peu les médias, parce qu'ils étaient fortement actifs, on va dire, sur la crise. On avait toutes les autorités qui étaient sur nous, avec les directeurs de cabinet de tous les ministres qui étaient présents, de manière à pouvoir informer leurs autorités de ce qui était en train de se passer. Donc ce sont des gens qui venaient perturber énormément la cellule de crise et la cellule de négociation notamment, et on comprend pourquoi. Ils voulaient être aux premières loges pour pouvoir donc savoir comment les choses se passaient. On a eu donc les 2 malfaiteurs qui avaient pris plusieurs otages, dont ce commissaire. On avait 300 détenus qui étaient également dans une cour de promenade et que l'on ne pouvait pas aller évacuer, c'est-à-dire qu'ils sont restés pendant de très très longues heures seuls, livrés à eux-mêmes dans une cour de promenade, et autant vous dire que la mutinerie n'était pas loin, puisqu'ils ont tout détruit autour d'eux pour pouvoir essayer de s'échapper par eux-mêmes. On ne pouvait pas aller les chercher tout simplement parce que entre eux et nous, il y avait la prise d'otage. On ne pouvait pas non plus aller chercher le type blessé dans le Mirador, parce que là encore, la prise d'otage était quasiment donc à la sortie, et donc bloquait complètement nos actions. Et puis, parce qu'il faut comprendre justement cette notion de complexité, on a donc des détenus qui se sont dit nous aussi on va faire la fête, donc incendie de cellules. Et voilà, et on a eu des incendies de cellules donc, qui se sont rajoutés là-dessus, obligés de faire intervenir des casernes entières de pompiers avec des CRS donc en accompagnement pour pouvoir donc aller lutter contre les incendies. Et puis on a eu même une deuxième prise d'otage opportuniste, c'est-à-dire qu'il y avait des gardiens qui s'étaient cachés dans une des divisions, dans une cellule, et puis ils ont été donc trouvés par
par des détenus qui étaient en train de faire de shipper des trucs un petit peu partout, du pillage. Et ils sont tombés sur les gardiens, et donc on a eu une deuxième prise d'otage à résoudre. Donc voilà pour la partie complexité. Les deux types en face, il a fallu très vite, en fait, c'était la stratégie que j'avais mise en place, arriver à casser la cohésion entre les deux. On avait un des auteurs qui était âgé de 30 ans et qui avait été condamné à 30 ans de prison plus 7 ans incompressibles. Donc il était avec une détermination qui était vraiment légitime. C'est-à-dire lui, il voulait absolument sortir parce qu'il finissait ses jours sinon en prison. Donc quelque part, le moteur un petit peu de son action était compréhensible, et donc on pouvait aller dans ce sens-là, que sa détermination à vouloir aller au bout avait du sens. Mais le deuxième était beaucoup plus jeune, et il n'avait que 18 ans de prison à faire parce qu'il avait tué un rival sur une affaire de drogue dans une cité, donc beaucoup plus fréquentable. Hein, voilà. Et donc, lui, on avait véritablement l'intention, en fait, de casser la cohésion des deux et de faire en sorte qu'ils se dissocient, tout simplement parce que c'est comme dans vos négociations, quand vous avez plusieurs personnes en face et qu'elles se donnent l'impression d'être extrêmement cohésives, une des premières stratégies que l'on fait, c'est en fait essayer de taper un petit peu pour essayer de voir si on ne peut pas casser la cohésion justement de tout ce beau monde en face. Donc on est typiquement là-dessus, et en effet on va réussir en fait à faire culpabiliser l'auteur principal avec des choses qui sont dans le temps, hein. Ça ne se passe pas en 5 minutes, mais le fait de dire quand même, tu aurais pu prendre quelqu'un qui avait perpétuité comme toi, tu prends un petit jeune, il a encore rien fait de sa vie, et puis là, tu l'amènes dans une galère où il va mourir les armes à la main, quoi. Quand même, parce que c'est ça la finalité. Donc, on renforce l'instinct de vie de l'un des individus, on renforce l'instinct de mort, au fond, de l'auteur principal, en lui disant c'est légitime au fond ce que tu veux faire, et je comprends que tu préfères mourir plutôt que te rendre, voilà. Et au final, donc, on essaye de récupérer également le maximum d'otages. Et donc au bout de 20 heures, on a réussi donc à casser la cohésion. Il s'est passé une multitude de choses, mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous le comprenez. Mais ce qui est intéressant, et c'est là-dessus peut-être que je reviens sur la question de l'audace, ou tout du moins de l'intuition sur les affaires. Eh bien, c'est que au bout de 20 heures, donc un des auteurs le plus jeune se rend, les otages ont été libérés, il ne reste plus qu'un otage et l'auteur principal. Et là, on est dans une situation que l'on connaît assez bien, donc une situation simple, un preneur d'otage, un otage. Donc comme il veut mourir les armes à la main, je lui dis ça ne sert à rien de garder ton otage. Donc on arrive à le convaincre de libérer son dernier otage. Et là, on a un type donc retranché seul quelque part. Alors là, on sait faire, c'est notre boulot de tous les jours au raid. Hein, on met un bouclier lourd qui fait 150 kg, qui s'appelle un Ramsès. On met toute une colonne d'assaut derrière, il y a les snipers qui sont positionnés, il y a des chiens d'assaut, etc. On va grenader joyeusement à l'intérieur et puis on ira le chercher. Donc ça, on sait faire. Mais il veut mourir les armes à la main, donc dans une notion de combat. Et on sait très bien que ça va se finir par une chose, c'est qu'il va être abattu. Il est lourdement armé, avec des armes automatiques, donc il va être abattu. Moi, j'ai fait le job, j'ai cassé la cohésion des types, l'un des auteurs s'est rendu, les otages sont tous libérés, et donc on a ce type tout seul. Et donc j'ai terminé mon boulot sur la partie gestion de crise, sur la partie négociation. Mais tout d'un coup, je réalise une chose. Que va retenir l'histoire ? L'histoire, avec un grand H. L'histoire retiendra que quand tu n'as plus d'otages, le raid te tue. En fait, c'est ça qui va se passer. Comme on va aller le chercher, que très certainement on va le tuer, parce qu'il veut mourir les armes à la main, de manière un peu hérostratique, hein, voilà. Eh bien, l'histoire va retenir qu'au fond, il ne faut surtout pas, quand tu es face au raid, libérer ton dernier otage parce que tu vas te faire flinguer. Et j'ai cette espèce d'intuition qu'il faut continuer à négocier. Et c'est très dur parce que vous avez compris qu'on est un espèce d'orchestre, chacun joue sa partition, chacun joue de son instrument. Nous avons, pendant les 20 heures du début de cette crise, eu quasiment la primauté, la priorité, l'autorité en fait pour pouvoir donc décliner la stratégie, et ça a duré 20 heures pour qu'on arrive à casser donc la logique criminelle. Mais au bout de 20 heures, normalement, je passe la main. C'est-à-dire, ce sont mes collègues du groupe d'assaut qui doivent y aller et qui doivent faire eux aussi leur partition. Et ils attendent ça depuis 20 heures. Ouais. Et là, tout d'un coup, leur dire, tu sais pas, on va continuer à négocier.
Voilà. Et là, c'est proprement inadmissible. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut avoir l'audace d'aller voir les autorités, de leur dire, écoutez, vous savez ce qui va se passer ? On va rentrer, on va le tuer, bien sûr. Ce n'est pas une question d'ego, je ne me fiche complètement de ça, puisque moi, j'ai fait le job. Je vous dis juste je vous pose une réflexion, et vous me dites ce que vous en pensez. C'est-à-dire que plus jamais, je n'arriverai à sortir un otage de prison, un preneur d'otage de prison. Plus jamais. Parce que l'histoire aura retenu cette chose-là. C'est quelque chose qui aura marqué quelque part l'histoire même de notre institution. Et donc, eh bien, vous prenez le risque qu'on fasse du one-shot, on réussit celle-là, mais on échoue sur toutes les autres, les prochaines. Ah, et là, les autorités se sont dit, on ne prend pas le risque. Vous avez raison, on continue à négocier. Et donc, il m'a fallu 4 heures supplémentaires, en fait, pour pouvoir donc arriver à convaincre ce type-là de se rendre, c'est-à-dire, au bout d'un moment, casser complètement sa logique morbide, notamment en faisant ce que l'on appelle donc un espèce de millefeuille émotionnel sur lequel donc on a plaqué un ensemble d'événements qui s'étaient produits, des choses également que l'on avait récupérées sur sa vie, d'où l'importance d'avoir une très très bonne préparation en amont. Et au final, voilà, donc résolution de crise. Donc, quand on parle d'audace, parfois, oui, on peut être seul à avoir raison. Là, en l'occurrence, je n'étais pas seul à avoir raison, puisque mon équipe était complètement d'accord avec ce principe-là, qu'il fallait essayer de négocier jusqu'au bout. Mais il faut aussi, au-delà de ce consensus que l'on cherche à amener systématiquement dans l'équation, bien se dire qu'on n'a pas forcément, même si on pense avoir la très très bonne solution, parfois il faut se plier également donc à l'idée générale. S'ils avaient voulu absolument, eh bien qu'on aille le chercher en force, on aurait été le chercher en force, je me serais fait une raison là-dessus. Mais en revanche, pas de regret, j'avais exprimé au moins mes doutes. Dernière question naïve, est-ce qu'on peut, on dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Est-ce qu'on peut ne pas négocier ? Est-ce que tout est négociation au final ? Je pense que les adeptes du Dalai Lama sont peut-être dans une vision où, au fond, la négociation n'aurait pas trop de sens. Mais dans notre réalité quotidienne, c'est constamment, avec nos proches, avec nos collaborateurs, avec nos clients, etc. On est tout le temps dans la négociation. Et à la rigueur, c'est même une bonne chose parce que c'est un stimulant formidable. Ce qu'il ne faut pas, c'est s'arrêter sur des stratégies qui soient trop figées et qui fassent que, eh bien, on ne peut pas en sortir. Non. Quand on parlait d'agilité tout à l'heure, c'est véritablement ça. Je dois pouvoir m'adapter systématiquement, en fait, à la négociation qui est en face. Si jamais on est dans une négociation tronquée, comme par exemple, cela se voit des fois avec la grande distribution, qui est devenue véritablement extrêmement professionnelle dans sa manière d'influencer les gens quand on rentre dans les box, voilà, et qu'on va défendre son petit contrat. Ok, en face, on a des tueurs et on les a formés. Alors je peux vous dire qu'en effet, ils sont très bons, hein, les gars. Donc, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est des négociations qui sont justement un petit peu tronquées, qui sont avec une finalité qui est un petit peu toujours la même, il faut toujours céder un peu plus, etc. Et ils ont beaucoup de méthodes par rapport à ça. Moi, je dis souvent à des chefs d'entreprise qui vont se retrouver face à eux, n'y allez pas vous. Parce que vous avez un super produit, vous êtes fier comme tout de ce que vous avez fait, vous êtes amoureux véritablement de votre produit, et vous allez aller là-bas et vous allez vous faire malmener, vous allez vous faire blesser, vous allez avoir votre ego donc, qui va en prendre un coup. Alors n'y allez pas vous. Envoyez quelqu'un de votre équipe, envoyez quelqu'un pour bagarrer, c'est-à-dire pour prendre des coups, pour pouvoir donc avoir des vexations, etc. Et vous, préservez-vous systématiquement. Donc la négociation, c'est aussi un art également de mettre la bonne personne en face du bon interlocuteur. Je ne suis pas forcément le bon interlocuteur. Bon voilà, c'était short. Hein. Merci Christophe, un grand merci. Est-ce que vous avez des questions ? Il me
semble qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'introduction des capacités de négociation chez la police, qui est traditionnellement comme un milieu hiérarchique, où la discipline est très importante, il y a l'idée de la chaîne de commande. Et si on regarde la transition qui se passe dans le business maintenant, dans le management, on voit un voyage similaire, où avant c'était vraiment la commande, la chaîne, etc. Et maintenant on essaie de développer beaucoup plus le concept des soft power et tout ça. Et donc la question que j'ai, c'est quelles sont les leçons pour les dirigeants, soi-disant éclairés, qui veulent vraiment développer et convaincre sur l'importance du développement de ces capacités plus humaines et moins la chaîne de commande, au titre personnel, mais aussi au titre de l'organisation. Bien sûr. Le grand danger des dirigeants, c'est l'auto-expertise. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où on s'approprie quelque part ce domaine-là en se disant « je suis compétent ». Par exemple, je suis le patron, je dois négocier, et puis d'abord, je suis la meilleure personne pour pouvoir le faire, parce que j'ai l'autorité, parce que c'est moi, de toute façon, au final, qui dirait oui, qui dirait non. Mais c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Il faut au contraire mettre des gens qui bagarrent pour vous, et ensuite, vous avez le dernier mot. C'est vous qui allez choisir en dernier. C'est-à-dire qu'il faut arriver à éclairer aujourd'hui les dirigeants sur l'utilité d'avoir des intermédiaires qui vont bagarrer pour eux, qui vont faire le sale boulot, qui vont faire la mise en place de la stratégie, etc. Et donc, du coup, ça redonne un pouvoir différent à l'autorité, qui est un pouvoir d'analyse beaucoup plus important, qui est un pouvoir, donc, sur les théories du Fisher, hein, on monte au balcon littéralement pour pouvoir donc avoir une meilleure vision, plus objective. Parce que quand on est rentré dans les négociations, on est le nez dessus et nos émotions, parfois, donc, nous troublent et nous font prendre des mauvaises décisions. Et puis en plus, si les types sont très bons en face, on est obligé de décider sur le moment, puisqu'on est le patron, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, pour éviter ce genre de choses, eh bien, il y a une prise de conscience qu'au fond, au même titre que j'ai aujourd'hui un directeur des services informatiques, même si je suis un très bon informaticien, j'ai un DSI qui s'occupe de la réglementation RGPD, qui me fait la sécurité, la cybersécurité, qui répond aux menaces, etc. Eh bien, c'est un expert. C'est un expert. Et même si je suis doué en informatique, j'ai un expert qui fait ce job. Je vous donne un exemple. Dans mes sociétés, j'ai 6 entreprises. Dans mes sociétés, j'ai un directeur commercial. Voilà. Bon, je ne prends jamais son job. Jamais. Il fait ce qu'il a à faire. Donc, je lui laisse toute son autorité. On discute éventuellement de stratégie, etc. Mais au fond, il a le dernier mot. C'est lui qui. Et puis des fois, il est super bon. Et puis des fois, j'aurais été peut-être un petit peu différemment pour pouvoir faire les choses. Et peut-être que j'aurais eu plus de résultats pour X raisons. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. C'est son expertise à lui. Moi, je suis maintenant à un autre niveau. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'arriver en fait à laisser également l'ensemble de nos experts faire le job. Donc, vous avez raison. Aujourd'hui, l'importance pour les dirigeants, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas omniscients, omnipotents, qu'ils ne sont pas dans l'auto-expertise de la réalisation de leur travail, mais qu'ils ont tout un tas d'acteurs en qui il faut faire confiance pour pouvoir justement être quelque part des démultiplicateurs de talent, d'audace, d'opportunités, etc., ou d'énergie. Des démultiplicateurs. Christophe, je suis bien placé pour savoir que tu interviens en entreprise. Tu nous as aidés en nous faisant des exercices de gestion de crise pour mon comité exécutif. C'était passionnant. Ma question, c'est justement, avec les attentats qui sont trop fréquents, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une prise de conscience dans les entreprises pour se préparer? Parce que, comme toujours, faire des entraînements, faire des exercices de gestion de crise, c'est la meilleure préparation pour le jour où ça arrive. Je suis partagé là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui réalisent. Et notamment, quand j'ai commencé mon activité dans le privé, j'ai été surpris. Il y avait parfois des grands groupes qui, normalement, auraient dû être extrêmement bien rompus donc, aux exercices de crise. Parce que ce n'est pas forcément le terrorisme, c'est une inondation importante, voilà, c'est un accident industriel quelconque, etc. Ou une attaque cyber donc, qui met à plat complètement nos systèmes.
Donc, il y a une multitude de possibilités de crise. Et je me disais, comment des grands groupes, en fait, comme ça, n'ont pas, quelque part, mieux travaillé ces choses-là. Alors, il y a des entreprises qui sont particulièrement efficaces dans leur manière d'anticiper, justement, les problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est la marque de l'excellence. Et quand on veut être bon jusqu'au bout, en fait, d'un process, on doit également anticiper les ennuis que l'on va avoir. Donc, certains sont capables de comprendre qu'il vaut mieux se préparer en amont. En plus, c'est peu coûteux, je vous l'assure. On fait des exercices sur table, on prend le COMEX, on s'installe une matinée, on déploie complètement un exercice de crise, on débriefe derrière. Et c'est bon, tout le monde s'est aguerri. Tout le monde a pris en fait du savoir. Tout le monde a compris le positionnement, le rôle qu'il peut avoir dans son institution. Et chacun, surtout, est en train de comprendre, grâce à un exercice de crise, au fond, ce que va être la difficulté de l'autre. Le RH qui peut-être n'est pas impliqué parce qu'on est sur un processus d'accident industriel. Le RH peut impliquer parce qu'on est sur du technique, on doit répondre à des choses techniques. Mais le RH, il comprend que s'il reste dans une cellule de crise sans rien faire, eh bien, il n'a aucune plus-value. Par contre, il va aller aider son collègue. Il n'a pas de boulot, lui, pendant l'heure ou les 2 heures qui sont celles du domaine technique. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il va comprendre qu'il faut peut-être aider sur autre chose, etc. Et donc, c'est ça l'aguerrissement, c'est-à-dire cette capacité que l'on a, au fond, de comprendre qu'on est dans un système et on doit être utile le plus efficace possible, le plus aidant possible pour pouvoir favoriser la résolution de la crise. Et ça, c'est également une très grande satisfaction parce que, quelque part, ça nous rassure en tant que dirigeant. C'est-à-dire, on se dit, je ne savais pas faire, ça y est, maintenant, je sais faire des choses. Donc c'est de l'apprentissage, c'est de l'apprentissage également qui est en douceur, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, hein, ce sont des exercices de crise. Pour répondre un petit peu plus à ta question sur la partie terrorisme, aujourd'hui, bien sûr, on a une menace quelque part qui peut se poser n'importe où. On a tous le souvenir à Saint-Quentin-Fallavier de ce pauvre patron de boîte qui s'est fait égorger, etc. Et son employé donc, qui est allé jeter un camion dans des bonbonnes d'acétylène près d'un site Céveso. Ça peut arriver n'importe où, ce genre de choses. C'est vraiment le pétage de plomb d'un employé qui est dans une impasse cognitive ou dans une espèce de déchaînement de fantasmes, etc., et qui, tout d'un coup, va réaliser une action terrible. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on sait que ça peut frapper n'importe où, n'importe qui. Donc je ne peux que vous conseiller, eh bien, quelle que soit la formule, soit réviser vos process de manière à ce qu'ils soient plus protecteurs pour vous, en anticipation de certaines crises, faire des exercices de crise, faire des manuels. On a un cabinet référent, par exemple, pour des assureurs, et tout le domaine santé, c'est nous qui traitons ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que les laboratoires sont énormément exposés, tellement en France, mais à l'étranger, donc sur les actions en justice. Et donc, toutes ces choses-là, c'est une manière de dire, si la crise se produit, on n'est plus dans la découverte absolue, on est dans la méthode. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je vais appliquer une méthode. Et parfois, vous arrivez dans des entreprises, en tant que patron, manager et autres, etc., et il y a déjà des process. Les process, ils sont là, très bien, ok. Mais vous ne les regardez pas. Vous ne les regardez pas parce que ça va, vous êtes rassurés, ils sont là. Mais vous les avez testés ? Vous savez s'ils sont encore d'actualité ? Vous savez si les gens qui sont autour de vous savent utiliser ces process, les mettre en œuvre ? Non, on ne sait pas. Tout simplement parce que, eh bien, on est toujours très attentiste par rapport à des choses qui, justement, il y a un espèce de tabou. Si on s'occupe d'une crise, on risque d'avoir une crise. Hein, peut-être un fantasme comme ça. Donc, je ne m'en occupe pas comme ça. Hein, c'est le déni absolu, ou tout du moins, ça s'appelle plutôt, en matière de psychologie, la pensée magique. Voilà. Hein. Et donc, beaucoup sont dans le fait de s'être rassurés. Mais Dieu merci, on a de très belles entreprises françaises qui aujourd'hui, en effet, sont très compétentes. Depuis le début, je trouve que tu parles beaucoup de psychologie. Est-ce que c'est indiscret de demander dans votre formation, puisque tu fais référence à 3 ans, oui, quelle est la part ? Est-ce qu'il y a vraiment de la technicité psy qui vous est apportée ? Ou est-ce que c'est uniquement votre training collectif qui le fait, une montée en compétences au cas par cas, voilà. Ou est-ce qu'il y a vraiment du support, apport humain Du support très important. Quand je suis arrivé en fait dans cette unité, il
il n'y avait que des choses qui étaient empiriques. Il n'y avait que des gens très motivés, mais le savoir était empirique. Et donc j'ai compris qu'il fallait formaliser tout ça. Et comme il n'y avait rien en termes de savoir, on est parti aux États-Unis voir ce que faisaient les Américains, en Afrique du Sud, en Angleterre, etc. On a été véritablement pioché un petit peu. Mais surtout, je suis parti à la fac de médecine pour faire de l'expertise mentale. Et là, on a commencé à travailler avec les psychologues, les psychiatres, les sociologues, l'ethno. On est à la rue en matière de connaissances en ethnologie. Qui a fait un stage d'ethno chez vous? Juste une question. Quelqu'un a fait un stage d'ethno? Vous avez pourtant des employés qui sont pakistanais, qui sont maghrébins, côté libyen, qui sont maliens, etc. On ne connaît pas, on ne s'intéresse pas à ça, ce n'est pas dans nos études. Et pourtant, ces gens-là, ils ont des croyances, ils ont des codes, ils ont des systèmes de fonctionnement. Il est très très important de les connaître si on veut être efficace, si on veut véritablement arriver à communiquer correctement avec eux. Embaucher un manager qui est d'origine indienne, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Il a un système de fonctionnement, ce garçon, qui est très très particulier. Et pour que je le rende efficace et pour que je sois efficace avec lui, il faut que je connaisse tout ça. Donc oui, la socio, l'ethno, on a travaillé là-dessus. On est allé dans les universités, rencontrer des chercheurs, dans des laboratoires également, pour pouvoir travailler. On a été à Maison-Alfort, donc à l'école vétérinaire, pour rencontrer des professeurs là-bas de médecine, qui nous ont expliqué tout un tas de choses intéressantes sur les comportements humains, sur la régulation de la violence dans les groupes, sur la hiérarchie, etc. Parce que ce qui est bon pour les animaux, c'est bon pour nous. Exactement la même chose. Donc oui, la psychologie, on en fait énormément. Et quelque part, on est un peu des électrons différents des autres membres de l'unité d'intervention, même si on se doit d'être capable de pouvoir donc, suivre l'unité partout. Donc on s'entraîne au tir, au combat, voilà, comme tout le monde. Mais en revanche, la part psycho est très très importante. L'humain. Merci Christophe. Un grand merci pour cette présentation. Bravo à toi.